Le bonheur, ça s'apprend, alors autant commencer dès le plus jeune âge. Vous l'aurez compris, il sera question d'éducation, de nos jeunes pousses et de toutes ces petites graines d'espoir qu'on peut planter, car après tout, c'est le printemps. Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien. Merci d'être toujours plus nombreux au rendez-vous, mais quel bonheur. Voici le sommaire. Cette semaine, Émeric Caramico s'est concentré sur la nouvelle tech qui fait du bien, dédiée tout particulièrement aux enfants. Si vous êtes un petit plan et que vous aspirez à vous développer comme un grand chêne, Arnaud Collery sera votre tuteur. Il viendra nous présenter son livre « Mister Happiness ». Oui, rien que ça. Petite pause avec l'incontournable revue de presse qui fait du bien. Et toujours trouver la lumière dans l'obscurité lui a permis d'accomplir ses rêves. J'ai l'honneur de recevoir une de nos stars préférées, Isabelle Carré, pour son livre bouleversant « Les rêveurs ». N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, je lis tout. Et tout de suite, je rejoins mon premier invité, Émeric Caramico, que vous connaissez bien, notre cher ami pour la tech qui fait du bien. Émeric Caramico, comment allez-vous? Bonjour Karine, très très bien, en plus il fait beau. Oui, c'est agréable. agréable. Alors vous êtes le dénicheur de la tech qui fait du bien, maintenant on le sait. Vous avez décidé de vous concentrer particulièrement sur ces innovations dédiées aux enfants, tout en prenant en compte la mise en garde du CSA et des psychiatres qui déconseillent fermement l'utilisation des écrans à l'âge, à moins de 3 ans, c'est ça, aux enfants de moins de 3 ans? Zéro écran avant 3 ans. Voilà, alors là on va plutôt se pencher sur ces nouvelles startups qui ont décidé d'accompagner progressivement et tout en douceur les enfants de plus de 3 ans à la découverte de ce monde numérique. La première innovation, je crois qu'elle est ludique, elle est simple et qu'elle va réveiller la créativité de l'enfant. J'adore l'idée. Exactement, elle s'appelle Wakatoon. Je suis plongé un peu en enfance depuis tout à l'heure. Wakatoon, j'aime bien. Wakatoon, regardez, en fait j'ai colorié des planches de coloriage qui en fait composent un livre entier. D'accord. Ça prend environ 1h30, 2 heures pour un enfant. Vous l'avez colorié? Donc moi ça a mis 4 heures forcément. J'ai coloré, j'ai même pas débordé. Et en fait, grâce à l'application Wakatoon, le parent va pouvoir prendre en photo tous les coloriages de l'enfant. Et après 1h30, 2 heures de travail, l'enfant va pouvoir découvrir, regarder sur l'écran, en fait, le résultat de son propre coloriage en dessin animé. Mais c'est génial. Et c'est complètement génial pour plein de raisons. La première, c'est que vous l'avez dit, la transition vers le monde numérique, elle doit se faire en douceur. Et finalement, là, la vidéo, l'écran n'est qu'une ponctuation, la ponctuation finale de l'expérience globale. Donc, c'est assez génial, c'est hyper ludique. Là, il y a un tout nouveau, d'ailleurs, livre qui vient de sortir dans la série des Monsieur et Madame. Donc, c'est... Mais ça veut dire que quand on achète l'application sur le smartphone, ouais. Eh bien, on reçoit un cahier. Alors, exactement, on l'achète sur leur site, on reçoit un cahier. On télécharge l'application pour faire justement cette transformation en dessin animé. Ça coûte en plus pas très cher, ça coûte 8,90 € et c'est illimité. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez même réimprimer gratuitement les coloriages pour pouvoir vous amuser à dessiner encore autrement le cartoon. Oui, puis c'est bien, du coup, il reste beaucoup plus longtemps sur le coloriage que sur l'écran. Mais oui, en fait, les fondateurs se sont rendus compte que les enfants restaient dans leur bulle numérique. Soit ils avaient des jeux en interactivité, soit ils avaient des émissions de télé mais passives. Et là, ils se sont dit, on va inventer quelque chose qui va développer leur créativité et qui va faire qu'ils ont le contrôle sur ce qu'ils vont regarder, seulement pendant 4 minutes. C'est très très bonne idée. C'est Alors, génial. Une autre idée très sympa d'une start-up, une nouvelle start-up je crois, qui a voulu vraiment continuer à entretenir les liens entre les grands-parents et les petits-enfants, qui parfois subissent l'éloignement géographique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, on va se plonger là encore en vidéo dans l'intimité d'une famille. Vous voyez là, vous avez un petit garçon qui est dans quelques instants rejoint par sa maman, sa grand-mère. Bref, tout le monde est réuni, sauf qu'en fait ça se passe à La Réunion et que les vacances c'est bientôt fini et que la grand-mère va devoir repartir en région parisienne. Séparée de 10 000 km, eh bien, grâce à Story Enjoy, les grands-parents vont pouvoir garder un contact privilégié avec l'enfant. Et vous savez de quel contact il s'agit ? Non. C'est l'histoire qu'on raconte le soir au bord du lit avant d'aller se coucher. Et c'est un moment qui est très important parce que c'est là où on transmet toutes les valeurs, où là on fait des blagues, là où on commente la vie finalement. C'est un moment très privilégié entre un enfant et son proche. Et là, vous voyez, en fait, le grand-parent va se filmer devant un ordinateur, va lire un livre en prenant le temps, en s'adressant directement à son petit enfant. Et le petit enfant, à n'importe quel moment, avec sa tablette, avec la tablette de ses parents ou avec le téléphone de ses parents, pourra lire le livre numérique avec la voix et la vidéo de son grand-parent.
Mais c'est formidable. vraiment très bien. Alors, l'idée est bien. J'ai du mal à imaginer que les grands-parents prennent une tablette, utilisent en fait finalement le numérique pour raconter une histoire à leurs petits-enfants. Et je me suis posé la même question, du coup j'ai Ouais. posé la question à Constance, l'une Ah. des cofondatrices. Et alors il y a des grands-parents modernes maintenant, ça y est, qui maîtrisent tout à fait les outils digitaux. Et puis de plus en plus, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, vous avez des animateurs qui, pour changer un peu, vous savez, des après-midi où on joue aux dames, où on dessine, eh bien là en fait on va les inviter à lire une histoire pour leurs petits-enfants qui ne sont pas forcément à 10 000 km, ça peut même être à 20 km, mais parfois c'est la vie qui fait qu'on ne peut pas aller lire une histoire le soir. Très bonne avant de se idée. coucher. Alors, C'est génial. encore une autre idée. Oui. Alors, la méditation n'est plus approuvée pour les enfants. Elle améliorerait la qualité du sommeil, la concentration, le bien-être du mental et du corps. Ça, c'est prouvé maintenant scientifiquement. Et une application vient de sortir spécialement, particulièrement pour les enfants. En fait, ils ont fait un focus particulier. Il s'adresse à tout le monde. Ça D'accord. s'appelle Namatata. Déjà, le nom, bon, C'est joli, on ça le peut penser retient. à Hakuna Matata, non? C'est ça, qui veut Bien. dire il n'y a pas de problème. Y a pas de Et là, jamais. on garde Et surtout pas avec Namatata. vous. Et donc, c'est effectivement super. Et Ils ont- Nam, en sanskrit, ça veut dire je me consacre, j'ouvre. C'est vrai. Oui. Bah, écoutez, je le découvre. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. une Oui, fois de plus, Karine. toujours. C'est une application qui va justement déclencher des moments de méditation vraiment dédiés à l'enfant. C'est-à-dire que c'est plus court, beaucoup plus imagé, on utilise un vocabulaire adapté. Vous savez, les enfants, quand on fait une méditation, en général, on va vous dire de prendre conscience de chacune de chacun de ces endroits, des endroits de son corps. Oui, Pardon, je vous aide faudrait que pas, j'aille hein. méditer. Et je vous aide pas. Je Vous vais avez aller vu ou pas méditer juste après cette séquence. Bon, bref. Et là, par exemple, vous avez une super méditation, c'est la méditation de la tortue, Oui. de la fourmi, pardon. Et vous savez, Oui, la c'est pas fourmi grave. qui Ça se ressemble, parcourt le corps de l'enfant. Oui. Ça va aussi vite. Ça parcourt le corps de l'enfant et l'enfant va pouvoir justement s'imaginer ses genoux, ses mollets, son dos, et donc va pouvoir se plonger sur un moment de méditation en pleine conscience. Formidable. Vous savez qu'aux États-Unis, d'ailleurs, la méditation remplace parfois la punition dans les écoles. Ah, mais ça, je suis heureuse d'entendre ça. Mais moi aussi, Antoine, le D'ailleurs, la cofondateur- punition ne devrait même plus exister, non? c'est mon avis d'expert à ce oui. sujet. Écoutez, Bientôt papa pour la une deuxième fois. petite fille. On en reparlera. On en reparlera. Antoine, le cofondateur, m'a expliqué que de plus en plus, eux aussi mettent à disposition gratuitement l'application pour les enfants, y compris dans les écoles, pour que petit à petit, les professeurs puissent transmettre ce qu'il y a de formidable dans la méditation Donc c'est aux gratuit plus jeunes. C'est gratuit pour les enfants en ce moment, absolument. Formidable. Donc là, on peut aller. Sur Namatata, Génial. ça se télécharge sur toutes les plateformes, c'est vraiment super. Exactement. Et je crois qu'on va terminer sur un petit coup de cœur. Un vrai coup de cœur, j'aurais tellement aimé avoir ça. Pour tous ceux qui C'est vont vrai passer le bac et qui se disent, là, Ouais. ça y est, les révisions démarrent, là, c'est vraiment du sérieux. D'ailleurs, premièrement, bon courage à eux. Oui, on les embrasse, c'est vrai. Évidemment. Et si jamais vous avez un téléphone Android, en moyenne, vous allez 150 fois le déverrouiller en une journée. C'est à peu Non. près les statistiques, exactement. Quand on a un smartphone, Quand on a un smartphone, c'est 150 et encore, ça c'est pour le C'est lycéen. vrai. Je pense que pour vous, Karine, qui faites beaucoup de choses sur Instagram, je pense que c'est beaucoup plus. Je vous suis. c'est vrai, c'est vrai. Et bien là, pour pouvoir, écoutez bien, c'est horrible et c'est génial. Pour pouvoir débloquer votre Oui. iPhone, enfin votre Android, vous devez répondre à une question pour le bac. Mais non, mais Ça c'est s'appelle génial. Marmelade. C'est Ah, une super idée, non? C'est super. Pourquoi Ouais. marmelade? Marmelade parce qu'ils ont eu cette bonne idée. Je viendrai vous le dire la prochaine fois. Je leur ai Voilà, pas on posé dira la ça. question. Exactement. Et ça se déclinera pour le permis de conduire. Je crois qu'ils ont plein d'idées. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire le test. Je peux prendre carrément, Alors, est-ce allez-y. qu'on est prêt à avoir notre bac aujourd'hui? Karine, En direct, là, on peut faire. Ah oui, je d'accord. l'ai sur mon téléphone. Karine, qui Allez-y. a dit nous allons réveiller les super-héros qui sommeillent en vous? Allez, Tolstoï, ça lui ressemble tellement pas. Mais bon, il faut bien que je sorte un philosophe. Karine, c'était vous le 16 décembre 2017 dans l'info qui fait du bien. Vous n'avez pas les bases, Karine. Révisez. Émeric Karamico, quel bonheur de vous avoir toujours sur Partagez. le plateau. On se revoit bientôt. J'espère. Et tout de suite, eh bien, c'est le Mister Happiness qui fait du bien. Vous restez. Évidemment. Arnaud Collery, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes conférencier mondialement connu. Vous arrivez tout juste de New York pour nous présenter votre livre Mister Happiness, très bien résumé par un célèbre auteur du bonheur, Tal Ben-Shahar, qui a déclaré, et je vais le citer, le merveilleux livre d'Arnaud Collery est un bijou qui vous aidera à trouver le bonheur, le succès et l'épanouissement. Rien que ça, une belle reconnaissance au vu de votre parcours quand même assez tumultueux, parsemé d'embûches, qui vous a d'ailleurs valu un surnom auprès des Américains, c'est Renaissance Man. Alors, je ne dois pas très bien le dire. Quelle est votre histoire? Alors, avant que je commence mon histoire, je voulais juste rebondir sur votre superbe copartenaire. Émeric Karamico. Émeric, j'adore. Ah, Et il y a merci. une expression que j'adore, qui est Hakuna Matata. En parlant de cette app, Oui. j'ai passé un des... L'application, vous voulez dire?
Incroyable. Hakuna Matata, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient. C'est du Kiswahili, ça vient de Tanzanie, Kenya. Il y a 100 millions de personnes qui parlent Et là, ils ont un bonheur journalier complètement dingue. J'ai vécu un mois avec ces gens-là en Tanzanie en 2011. Je faisais du volontariat. Et tous les jours, c'était Hakuna Matata. C'est en gros, t'en fais pas, il y a quelque chose de mieux qui va arriver. T'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. C'est génial. Donc, en fait, ça fait pas partie du dessin animé de Disney. C'est pas le Roi Lion. Non. Ça existait bien avant. Ça existe bien avant. Bon, alors, c'est génial pour introduire Hakuna Matata. Hakuna Matata. Et votre histoire, alors? Alors, mon histoire, à 16 ans, je suis toujours à Paris, mais je me sens étriqué. J'arrive pas à devenir la meilleure version de moi-même, qui est un peu la chose qui compte dans notre domaine, je crois. Devenir la meilleure version de soi-même. Donc, je pars aux États-Unis. Pas en Floride, Miami, tout ça, les coins qui font rêver. Je n'ai pas la bourse à l'époque. Donc je pars au fin fond des États-Unis seul, en Géorgie aux États-Unis. Pas drôle tous les jours, mais j'apprends un truc américain que j'adore, qui est la réinvention perpétuelle. On peut tous décider chaque jour de quelle personne on veut être. Et c'est ce que je deviens, c'est ce que je fais, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je vais expérimenter pendant 20 ans. 3 ans plus tard, je me retrouve au Japon, en Asie, que j'adore et que je continue. Où je continue. Vous avez vu que c'est que des jardins, des fleurs de cerisier sur le plateau. Hein. Ah, je me sens chez moi. Rien que pour vous. Hein. Merci, vous je me sens chez moi. Ah, c'est génial. Attendez, je vais faire une minute de méditation, permettez. Non, une minute, c'est un peu trop. Écoutez, j'aimerais bien, mais il faut qu'on avance quand même. Donc le Japon, et puis en fait, à 20 ans, je décide avec ces 2 expériences qui sont mes 2 postulats, avec l'action d'un côté américaine, on peut tout se réinventer, puis avec ce côté philosophique, japonais, un peu d'ikigai, etc. À 20 ans, je décide d'une chose, j'écris sur un petit bout de papier, être sur un fil, c'est vivre, le reste n'est qu'attente. Et je décide de vivre ma vie comme ça, comme un mystère. Donc j'explore la finance, la technologie, entrepreneur social. Je vis dans des tribus, de l'humanitaire, plein de choses. Mon truc, c'était jamais ou de devenir riche, ou de devenir successful, ou non, c'était vraiment d'explorer. Explorer mon moi intérieur, explorer, voir, en fait, devenir un peu un journaliste d'investigation de moi-même, pour prendre vos termes, votre émission. Et c'était génial. Et il y a 5 ans, je me dis maintenant, je veux passer de l'autre côté du miroir et je veux aider les autres à réussir ou à se transformer et aller au bout de leur potentiel, quel qu'il soit. Encore une fois, ce n'est pas le côté américain où devenir le riche, le number one, etc. Et puis, ce n'est pas le côté français, devenir un télo, le plus machin. Non, c'est devenir ce que tu es déjà à la base. Donc, on va trouver tes ressources intérieures. Donc, il y a plusieurs choses que je fais, dont le métier de Chief Happiness Officer. Justement, on va en parler. Qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes donc Chief Happiness Officer. Alors, c'est une profession qui a été inventée il y a 20 ans dans la Silicon Valley, ressuscitée en 2014. Aux États-Unis et dans le monde entier. Alors, quel est le rôle d'un Chief Happiness Officer? Très bien, l'accent parfait. Oh, vous êtes gentil de me dire ça. Ah non, j'adore. Non, arrêtez. Allez-y, Arnaud. J'adore. Japonais aussi, vous parlez japonais, chinois, d'autres? J'ai des petites notions. D'accord, bon point. Chief Happiness Officer, c'est 4 choses pour moi. 1, c'est les valeurs, donc c'est le côté stratégie. C'est pas japonais pourtant, hein. c'est américain. Pourquoi vous me parlez du Japon? Je sais pas, parce que je me dis, je vais écouter les autres accents, peut-être d'autres langues, d'autres accents, d'autres langues. Au fur et à mesure de l'interview, je vous sortirai peut-être. On a parlé Kiswahili, déjà, Hakuna Matata. Voilà, c'est vrai. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir. Ikigai, japonais. Oui, et puis il y a arigato. Arigato, c'est pas mal. Gozaimasu. Gozaimasu. Allez, on continue quand même, c'est parce que tout le monde attend de savoir ce que c'est. Alors, 4 choses. 1, c'est les valeurs. On travaille en binôme avec le président d'entreprise sur la stratégie de valeurs. Est-ce que les valeurs qu'on voit au mur sont vraiment les valeurs qui sont vécues par les employés au jour le jour? Et si ce n'est pas le cas, eh bien on change, on les refait, on les transmet, on les transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Et donc c'est un micmac de transformation, d'éducation, de conversation avec les employés pour savoir ce qui existe. Première chose importante du CHO. Deuxième chose, c'est absolument le coaching. C'est-à-dire comment aider la personne à faire émerger ce qui est important chez elle. Jamais j'ai joué les professeurs. C'est juste d'écouter, unlimited empathie non limite, et pour trouver ce qui est les petites clés de cette personne pour qu'elle aille un petit peu mieux et qu'elle trouve ses ressorts intérieurs. Passionnant, j'adore, c'est comme ça que j'ai commencé. Le deuxième et le troisième, c'est l'événementiel, bien sûr, c'est construire des événements inspirants autour des storytelling de chacun. Quelle est l'histoire de chacun? Donc c'est un truc qui me passionne tellement qu'à côté de mon métier de Chief Happiness Officer, j'ai créé un événement qui s'appelle Stand Up for Passion, qu'on fait dans le monde entier. On était au Maroc la semaine dernière, au Hyatt Regency. On prend 7 belles personnes, quand je dis belles, au niveau de l'intérieur, des histoires de dingue, beaucoup de femmes surtout des femmes. Et on trouve, encore une fois, quels ont été leurs déclics intérieurs, vulnérabilité, c'est le mot-clé, pour s'ouvrir. Et on travaille là-dessus. Et la 4e chose, c'est de créer une ambiance de bien-être. Donc c'est ce que vous voyez un petit peu dans la presse, avec les tables de ping-pong, etc. Mais pas que. Ça, c'est juste une partie. Entre autres, il faut aussi créer une charte de qualité. Qu'est-ce qui fait qu'on va se respecter un petit peu plus en tant qu'être humain, d'homme à femme, mais aussi entre employés et managers, entre employés et stagiaires, etc. En fait, vous êtes un peu coach de vie? Coach de vie professionnel. C'est autre chose encore, coach de vie, mais coach de vie au niveau business. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Quel est le cœur du livre? Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait à tous les lecteurs?
à travers Mr. Happiness? C'est vraiment la surprise d'être ouvert à la vie. Il y a une citation que j'adore, je la cite tout le temps, mais je vais le faire encore. C'est pas Dale Blanchard qui l'a sorti celle-là, c'est Joseph Campbell, qui est mon auteur favori, et qui a dit la vie absolument, c'est une chose. Ce n'est pas une équation à résoudre, un problème à résoudre, mais bien, absolument bien, un mystère qu'il faut vivre chaque jour. Et ça, pour moi, ça me parle. C'est vraiment de voir la vie avec cette dose de surprise, cette dose du débutant. On parle de ça, souvent ça en bouddhisme, en termes bouddhistes, de voir tout beginner's mind, et de voir tout comme si c'était la première fois. Et en fait, vous nous apprenez à être libre, finalement, hein, c'est ça? Libérer ses émotions, c'est un peu le cœur de mes coachings. Alors, votre livre est découpé en 36 chapitres ou 36 chemins pour révéler son potentiel et se réaliser pleinement dans chaque domaine de sa vie. Quels sont les résultats que vous avez pu constater, justement, sur toutes les personnes que vous avez coachées? Alors, d'abord, avant ça, est-ce qu'il y a un des chapitres qui vous a un peu plus parlé ou pas? Tous les chapitres m'ont beaucoup parlé parce qu'en même temps, vous mélangez la science, des anecdotes, vos voyages, parce que vous avez voyagé dans le monde entier. Et puis finalement, vous nous remettez face à nos propres limites pour les ouvrir. Donc, le cœur, j'aimerais bien savoir ce que vous, mais moi, là, c'est mon coaching, en fait. Mais ça m'intéresse, ça. Oui, la liberté. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, ce que j'ai ressenti dans ce livre, c'est que vous nous apprenez à être libre, complètement, à ne plus avoir peur. Voilà. Il y a vraiment cette notion. C'est exactement ça, c'est oser. Et en fait, ce que je fais dans toutes les ça va, j'ai passé le bac. Bravo. 100 sur 100, A+. Réussi. C'est exactement, c'est oser être soi, quelle que soit la façon dont tu veux vivre, quelles que soient les choses que tu veux vivre. Oser. Si tu veux être prêtre au Tibet, etc., si tu veux être financier à Wall Street, quelles que soient les choses, vas-y. Et c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu nouveau, effectivement, mon discours, parce qu'il y a ce jugement de l'autre qui est tellement important. Le truc qui m'avait marqué le plus à 16 ans aux États-Unis, c'est ça, c'est on ne se juge pas. Tu veux faire ça, mais t'es mieux, génial. Renaissance Man, en France, on dirait touche à tout, très péjoratif. Renaissance Man, le mec qui revit, renaît, slasher. Slasher, ça commence à venir en France pour les jeunes, super. Donc on y arrive. Beaucoup d'expériences qui m'ont marqué en tant que coach à Coachy. Alors je peux parler d'équipe surtout, mais L'Oréal Maroc par exemple qui s'est complètement transformé. J'ai pris la partie beauté de L'Oréal Maroc 1 an plus tard. Une nouvelle équipe complètement transformée, une nouvelle équipe au niveau des cœurs ouverts de chacun, de la vulnérabilité de chacun. Karim, qui est la plus grande start-up du Moyen-Orient, l'équivalent de Uber. J'ai travaillé avec chacune des équipes au niveau leadership. Pour faire quoi? Vulnérabilité de chaque leader. Qui leur permet finalement, quel est le résultat? Parce que, en fait, une fois que le leader s'ouvre, il lui montre ses cicatrices, ses fissures, ses cassures, tout d'un coup... Il y a une libération à lâcher prise. Tout d'un coup, il a lâché son lest, il a lâché le truc qu'il portait qui était dur, sa société, son éducation. Il y a un résultat, et donc du coup, il y a un résultat dans l'environnement et dans l'entreprise. Tout d'un coup, en fait, les autres voient ce leader pour la première fois comme un être humain, quelqu'un qui a enlevé son masque. Waouh, c'est quelqu'un comme nous, c'est un être humain, et en fait, il n'est pas plus fort que nous. Il est un peu plus fort juste au niveau business parce que la vie fait que, mais finalement, c'est la même personne que nous. Et ça, c'est un truc une dernière petite question, en quelques secondes, si vous pouviez me répondre, alors que c'est quand même une question assez profonde, mais vous avez rencontré un Éthiopien sur votre route, un sage, qui vous a dit, voilà, on est 7 milliards de personnes dans le monde, et chacun a sa propre définition du bonheur. Quelle est la vôtre? Pour moi, c'est très simple, c'est vivre selon ses valeurs. Être cohérent entre soi et aligné entre ses valeurs et puis ce qu'on fait chaque jour. Alors c'est dur, on a toujours une part d'ombre, tout le monde en a, mais le plus possible, avec assez. Alors d'ailleurs, vous dédicacez ce livre à ma femme. C'est peut-être ça le bonheur, non? C'est créer un oasis de paix. Je crois que c'est important, un socle. C'est de l'ordre privé, mais je voulais quand même mettre, et je voulais lui montrer la reconnaissance, parce que la gratitude, c'est finalement... c'est peut-être la chose essentielle dans le bonheur, d'être reconnaissant pour les gens qui nous apportent du bien. Effectivement, c'est un socle de paix. Vous êtes formidable, Arnaud Collery. Vous êtes inspirant. Merci d'être venu dans l'émission. Je présente à nouveau votre livre, Mr. Happiness. Et bon retour aux États-Unis. Et tout de suite, c'est la revue de presse qui fait du bien. Commencer le mois de mai en changeant sa vision du quotidien et mettre toutes les chances de son côté pour réveiller l'énergie positive en soi, c'est le défi que nous propose de relever Anne Toumieux dans le magazine Cosmopolitan. Le challenge à relever, arrêter de se plaindre pour activer un état de bien-être en soi. En effet, selon plusieurs scientifiques, se plaindre sans arrêt pourrait littéralement nous tuer à petit feu. Heureusement, la journaliste et auteure du blog Jolie Même nous offre de multiples antidotes pour briser les chaînes de la négativité afin de déjouer le sort et attirer le meilleur à nous. Voici un exercice
exercice qui vous aidera à devenir maître de votre esprit dès ce week-end. Pensez à quelque chose de positif dès que vous sentez la plainte monter. Visualisez quelque chose d'agréable pour stopper le flux neuronal et libérer les hormones du bien-être. Ou sinon, regardez l'info qui fait du bien. Changer ses habitudes et décider d'adopter les bons réflexes pour être en meilleure santé physique et mentale, quel que soit son âge. C'est ce que nous propose sur son blog Anne-Claire Méret, naturopathe, auteure de plusieurs livres, dont La naturopathie pour les nuls, qui invite avec bienveillance à prendre sa santé en main avec toute la responsabilité que cela implique. Un blog qui allie spiritualité, développement personnel et ses voyages initiatiques. Ce mois-ci, partez le temps d'un article en Thaïlande, à Koh Phangan, un véritable petit coin de paradis pour les formations yoga, méditation et Reiki. La nouvelle revue Miao revient sur la ronron-thérapie ou les bienfaits du ronron sur l'être humain. Aujourd'hui, les chercheurs ont la preuve que les basses fréquences du ronron entraînent plusieurs faits connus. La production d'un neurotransmetteur qui réduit la douleur, l'anxiété, la tension, limite les risques d'infarctus et favorise un meilleur cycle du sommeil. La ronron-thérapie permettrait également d'accélérer la cicatrisation des tissus et la réparation des fractures. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que selon une étude récente, les propriétaires de chats auraient 40% de risque en moins de faire une crise cardiaque. Alors, 4 ou pas 4 d'adopter un chat? Isabelle Carré, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous venez nous présenter votre roman largement autobiographique, Les Rêveurs. Oui. Votre premier roman qui est déjà dans le top 10 des meilleures ventes en librairie. Et alors, je vous adorais déjà en tant qu'actrice, mais en vous lisant, j'ai rencontré une amie qui me tardait de revoir, Oh, de c'est serrer gentil. dans mes bras et de C'est lui joliment dire dit. combien je la trouvais courageuse après toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées dans sa vie. Alors, votre roman, c'est un parcours initiatique. Oui. L'histoire d'une rencontre de deux âmes perdues, hein, un père, une mère, qui essayent d'arriver à faire quelque chose de leur leur vie, place. de trouver Oui. leur place. Oui. Et puis au milieu, il y a une petite fille qui va vivre toutes les stigmates d'une enfance douloureuse. Au fur et à mesure de votre livre, donc vous nous racontez certaines périodes de votre vie, mais sans juger, avec toujours beaucoup de pureté, sans... c'est comme si vous aviez un regard sur la vie avec toujours beaucoup de lumière. Vous cherchez toujours la lumière dans l'obscurité. Oui, oui, Quel oui. a été l'élan qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Ben, ça fait 20 ans en fait qu'il me trottait dans la tête, donc je suis un peu lente. Il m'a fallu du temps, mais bon, il y a eu un petit déclencheur. C'est vrai, un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean. Ouais. L'intitulé de J'adore. l'atelier s'appelle Marcher sur la queue du tigre, donc ça m'intéressait. Et c'était bien ce que je voulais faire, marcher sur la queue du tigre et m'atteler à cette histoire, mais avec le désir de ne pas en faire un récit ou un témoignage. Vous dites c'est largement autobiographique, oui et non, dans le sens où j'ai vraiment voulu en faire un roman. J'ai voulu m'autoriser à beaucoup de chemins de traverse, à imaginer en fait à chaque fois que je ne savais pas, à chaque fois qu'il y avait un trou, et Dieu sait s'il y en avait, puisque j'ai voulu interroger personne, mener aucune enquête, mais simplement combler, substituer par l'imaginaire les trous de mémoire. Alors vous dites que vous cachez vos faiblesses derrière un sourire. Aujourd'hui, vous me souriez vraiment? Oui, C'est vrai? Vous êtes bien? Vous êtes heureuse? absolument. Alors, à l'adolescence, vous avez pris l'habitude d'écrire des lettres que vous n'envoyez jamais, hein, mais c'était une sorte de thérapie, c'est ce que vous nous racontez. Est-ce qu'écrire un roman s'inscrit dans la même démarche? Pas du tout. En fait, le métier est merveilleux que j'ai la chance de faire tous les jours, de jouer, me permet de faire ça. Oui, me permet effectivement de me rassurer, d'avoir un endroit, j'en parle dans le livre, où mettre cette émotion qui parfois déborde un peu. Donc ce travail-là, en fait, je l'ai déjà fait sur moi-même. Depuis, je vais bientôt avoir 47 ans, donc il y a eu déjà un chemin de fait. Donc c'était pas du tout, l'idée n'était pas du tout d'une thérapie ou de penser des plaies, pas du tout. Mais de raconter une histoire romanesque et de trouver mes mots à moi. J'adore être au service d'un auteur et de faire
tout pour qu'il soit heureux et de me rentrer, de me mettre dans son univers. Mais j'avais besoin à un moment donné de dire mes mots à moi, de créer mes phrases, qu'on ne me dirige pas en fait. C'est très agréable d'être dirigée quand on est comédienne, fais un petit peu plus comme ci, fais un petit peu plus comme ça. Mais là, j'avais envie d'avoir cet espace de liberté et de trouver ma langue. Oui. Alors, à l'adolescence, vous allez faire, en tout cas dans le roman, un séjour à l'hôpital psychiatrique. Et là, tel un cri du cœur, vous allez vous dire deux choses. Vivre, m'inscrire à une école de théâtre. Oui. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce qu'aurait été votre vie si finalement, vous n'aviez pas vécu ces moments douloureux? On en revient à ce que vous me disiez tout à l'heure. Voilà, on en revient à ça, c'est-à-dire que c'est aussi un apprentissage artistique incroyable. Vous parliez de cette rencontre entre ce père qui vient d'un milieu très populaire, cette mère qui vient au contraire d'un milieu aristocratique, ce mariage étrange entre eux. Et quand même, bon, ce sont deux personnes qui se sont réchauffées à un moment. C'est vraiment un roman d'apprentissage où chaque personnage cherche à trouver sa place. Et dans tout ça, ben, on est quand même, oui, c'est le roman d'une époque, on est dans les années 70. Il y a des couleurs, comme aujourd'hui, du rouge, du orange, du vert pomme et de l'art. Et moi, j'ai bénéficié, c'est vrai, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, pour mes parents, d'une éducation artistique exceptionnelle. Donc tout ça était un terreau, effectivement, une richesse. Je parlais aussi de tolérance, nos différences, ce qu'on fait de nos différences, le regard qu'on porte sur elles. C'est aussi un roman qui parle de la différence entre ce qu'on peut voir chez les uns et les autres, l'image sociale des uns et des autres et ce qu'on est au fond. Ça vous a fait du bien d'écrire ce roman? J'étais très heureuse d'écrire. Parce que c'est nouveau. Hein, Voilà, et ce que je vous disais, de trouver mes phrases, de trouver ma musique, que parfois chercher une poésie dans... C'est une façon de s'enraciner peut-être un aussi. paragraphe. C'est une façon de donner à entendre sa voix. Voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup dire des choses intimes à travers un personnage, caché derrière un maquillage et un costume, mais faire entendre sa voix sans ce phare, en fait. Alors, vous savez, moi j'aime bien visualiser, quand je lis un livre, j'aime bien le visualiser et j'avais l'impression que c'était un mélange de Ken Loach et des frères Grimm, où finalement on est plongé au cœur de la réalité, avec des méchants aussi, mais finalement qui sont très touchants et très émouvants toujours. Et puis cette petite fille qui va devenir cette princesse au grand écran, vous pensez l'adapter au cinéma ? Non. Parce que vous avez un regard sur la vie que j'aime beaucoup, même en tant que réalisatrice. Vous avez jamais voulu... Peut-être, mais alors Et vous avez derrière la je vous ai dit, caméra je suis lente avant de m'autoriser à aller au bout de mes désirs et de mes souhaits. Donc peut-être qu'il me faudra encore du temps. J'ai mis en scène au Théâtre de l'Atelier, d'ailleurs, que je retrouve aujourd'hui, mais là en tant que comédienne, j'ai fait ma première mise en scène là-bas. Ça s'appelait De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Oh, j'adore le titre, c'est formidable. C'est un film de Newman, en fait, Génial. qui remonte à quelques années. Et on avait fait une adaptation de ce film. Donc ça viendra peut-être. Mais voilà, je ne suis pas pressée de faire les choses et surtout, je les fais quand c'est le bon moment. Et par rapport à votre question sur en faire un film de ces rêveurs, je ne crois pas parce qu'en fait, ce qui me plaisait dans le fait d'écrire, non pas un scénario, mais un roman, c'était le temps. D'avoir le temps, voilà, c'est 300 pages pour décrire, pour retourner là-bas en fait. Le temps de retourner au pays de l'enfance. Et ça, je ne suis pas sûre qu'un film me permettrait ça, m'autoriserait ça. Est-ce que votre famille a lu ce livre? Parce que vous Oui, en parlez, bien sûr. alors je sais que c'est autobiographique à moitié. Voilà, alors Comment ils l'ont justement, accueilli? ont été, c'était deux mouvements assez contradictoires, c'est-à-dire le premier était une reconnaissance justement d'avoir caché les faits à travers, en m'autorisant le roman, en allant plus loin ou en allant ailleurs ou en transformant la vérité carrément. C'est le mentir vrai d'Aragon, quoi. Et puis, d'un autre côté, ils étaient troublés aussi de ne pas retrouver leur réalité à eux. Mais c'était vraiment mon désir, en fait, de pas coller à la réalité et d'avoir un regard subjectif comme celui d'un enfant qui se retrouve face à des adultes qui ne comprend pas, qui se posent des questions. On a tous vécu ça quand on est enfant. Pourquoi un silence se fait quand on entre dans une pièce, ces regards échangés, cette espèce d'opacité en fait. Et puis petit à petit, dans le roman, le voile se déchire et on parvient à une forme de vérité. Mais c'est Virginia Woolf qui dit qu'on ne parvient à la réalité qu'en amassant le nombre le plus considérable d'erreurs. C'est formidable. Alors, vous êtes également sur les planches, à côté de Bruno Solo. Bruno Solo, dans une mise en scène d'Hélène Vincent, oui. C'est ça, donc ça s'appelle Baby. Baby, avec ça traite Camille de Jacquet aussi. Oui, donc ça traite de la parentalité, de l'adoption. De l'adoption. Pur hasard?
Ben non, il n'y a jamais de hasard. C'est vrai qu'on en parlait avec tous les comédiens, Cyril Couton, aussi Vincent Deniard, et avec cette merveilleuse actrice qui est aussi une merveilleuse metteur en scène, Hélène Vincent. Pourquoi on fait des projets? Parce qu'il y a des résonances. Parce que justement, même si ce n'est pas vos mots, comme je disais tout à l'heure, et qu'on est au service d'un auteur, on peut quand même glisser de soi, d'une vérité. En fin de compte, on rejoint la thématique du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on met de soi. Ça me fait penser à cette phrase de Marivaux, ils font semblant de faire semblant en parlant des acteurs. Alors, vous êtes aujourd'hui maman Oui, de 3 enfants. de 3 enfants. Vous vous intéressez à la parentalité positive, justement? Mais complètement. Ouais, ça vous a permis de... Parce qu'à l'époque, quand vous racontez... L'histoire de ces l'histoire rêveurs, oui, de on est dans ces les années rêveurs. 70. Voilà, donc c'est à part Dolto, finalement, il n'y avait pas... Qui émergeait encore- à peine. Qui émergeait à Ouais. peine. On était un peu entre deux, mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça formidable parce que je trouve que l'idée de mettre l'enfant au centre, c'est pas si bête, même si bon, il faut pas non plus abuser et il doit rester à sa place, un enfant, c'est-à-dire que c'est pas à lui de décider des choses, etc. Mais moi, j'aime beaucoup les méthodes nouvelles qui consistent comme Montessori, Steiner ou Freinet, à se demander comment éveiller son attention. Peut-être que c'est pas en lui imposant tel ou tel thème à l'école, mais en proposant plusieurs, il va aller vers là où ça l'intéresse et il sera encore plus impliqué. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place qui permettent à l'enfant de s'épanouir peut-être plus facilement, avec une impression de liberté qui n'est pas désagréable. Isabelle Carré, merci d'être venue aujourd'hui rayonner dans l'info qui fait du bien. C'est gentil. Vous serez toujours la bienvenue. Je présente à nouveau votre livre. Donc c'est Les Rêveurs, un roman que j'ai adoré, que j'ai dévoré en un week-end, vraiment. je suis Et contente. puis, eh bien, ça y est, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et très bon week-end à tous. Merci Merci. infiniment.